Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez tous affreusement bien. Je vous retrouve ici comme chaque semaine pour une vidéo sur les enfants tueurs. Celle-ci est dense, alors je vous préviens, elle se fera en deux parties. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un fait divers des années 1980. Cette histoire a remis beaucoup de choses en cause et a bouleversé l'opinion publique. Il s'agit de celle de Robert Thompson et de John Venables, les deux tueurs de Liverpool. John est né en 1983 au sein d'une petite famille tranquille et conservatrice aux valeurs bien traditionnelles. Son père travaille tandis que sa mère est femme au foyer. John est le cadet de la famille. Il a un grand frère et une petite sœur qui ont tous deux des problèmes d'apprentissage, les handicapant au quotidien. Comme ceux-ci ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement que lui en raison de leur retard, sa mère s'occupe logiquement un peu plus d'eux. John, quant à lui, n'a aucun problème mental ou autre, mais il se met à reproduire certains comportements inadaptés de son frère et de sa sœur, bien souvent, et ce, de manière exagérée. À l'école, il adopte peu à peu une attitude étrange et il se fait remarquer pour cela. Parfois, il se cache sous les tables et refuse même qu'on le touche. D'autres fois encore, il se tape la tête contre son pupitre. Cela peut s'expliquer par le fait que les enfants du quartier le harcèlent et s'amusent à l'intimider. Il se moque régulièrement de lui en lui répétant sans cesse que ses frères et sœurs sont des arriérés. Il les oblige à les imiter s'il veut pouvoir jouer avec eux et ne pas subir de représailles. Cela se passe également au sein de son école. À cause de cela, le petit John ne va pas bien du tout et est en échec scolaire. Son attitude à l'école devient de plus en plus anormale et s'accentue de manière inquiétante. Il arrache les affiches sur les murs de l'école ou bien se mutile avec des ciseaux en classe. Un jour, il tente même d'étrangler l'un de ses camarades de classe avec une règle. Suite à plusieurs avertissements et après cet incident, il est mis à pied de l'école. Ses parents en profitent pour l'inscrire dans un autre établissement, mais en raison de son niveau catastrophique, John se retrouve dans une classe de niveau inférieur. C'est là qu'il fait la connaissance de Robert, qui se trouve tout comme lui être un élève en échec scolaire. Ce sont les enfants les plus âgés de la classe et il se lie rapidement d'amitié. Quant à lui, Robert Thompson est issu d'une famille nombreuse, pauvre et instable. Il fait partie d'une fratrie de 7 garçons, mais les relations au sein de cette grande famille sont particulièrement toxiques. Ses deux parents sont des alcooliques notoires et sont des consommateurs réguliers de cannabis. Ils se disputent tous les jours car leur vie est compliquée et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Le père est rarement présent et n'est pas du tout impliqué dans l'éducation de ses enfants. Il mène une double vie assumée avec sa maîtresse qui n'est autre qu'une cliente du bar dans laquelle il a l'habitude de traîner. Ne supportant plus la situation, sa femme lui tombe dessus et lui ordonne le divorce. À la suite de cette confrontation et pour passer ses nerfs, le mari volage commence à la frapper quotidiennement ainsi que ses enfants. Quelque temps plus tard, il se résout à quitter sa femme et part vivre chez sa maîtresse, abandonnant complètement sa famille. À partir de ce moment-là, les choses ne vont faire qu'empirer. Après son départ, la mère de Robert est incapable de gérer seule le quotidien. Elle n'est pas du tout en état de s'occuper de ses enfants et ceux-ci vont être encore plus livrés à eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Un jour, alors que la famille est hors de la maison, un mystérieux incendie va s'y déclarer. Suite à cela, ils partent vivre dans un hôtel avant d'être relogés dans une maison plus petite que la précédente. Mais la surface n'est pas assez grande pour accueillir la famille nombreuse et l'ambiance y est étouffante. La mère déprime et se met à sombrer davantage dans l'alcool. Délaissés par celle-ci, ses enfants manquent de cadre et font n'importe quoi à la maison. Les aînés se mettent alors à développer une emprise tyrannique sur les plus jeunes, allant parfois jusqu'à les agresser. Un jour, l'un d'entre eux menace même l'un de ses petits frères avec un couteau à la main. Parfois, les plus grands interdisent aussi les plus jeunes de se rendre à l'école. Ainsi, les enfants ne vont en cours que lorsqu'ils en ont envie et c'est pourquoi Robert va également se retrouver dans une classe de niveau inférieur. Malgré les va-et-vient des services sociaux, ceux-ci ne font rien de concret pour arranger la situation. John et Robert ont tous deux un quotidien très difficile et d'une certaine manière, cela va les rapprocher. John, confiant auprès de son ami Robert, se sent enfin libre d'être lui-même et n'hésite pas à le suivre dans ses bêtises. En 1993, dans la ville de Liverpool, située en Angleterre, deux garçons âgés de 10 ans font l'école buissonnière, chose qu'ils ont l'habitude de faire ensemble. Il s'agit bien évidemment de John Venables et de Robert Thompson. Ce jour-là, ils décident de faire les 400 coups. Ils s'amusent à crier partout dans les rues et embêter tous les passants qu'ils croisent. Ils se livrent ensuite à divers petits larcins et se rendent dans le centre commercial de Bottle avec une idée
derrière la tête. Ils veulent voler un gamin, expliquera plus tard l'un des deux pendant l'enquête. Des vidéos de caméras surveillance les ont montrés observant les enfants et probablement choisir leur cible. Les deux amis décident de s'en prendre ensemble à James Bulger, un enfant de 2 ans qui attend patiemment sa mère à l'entrée d'une boucherie de la galerie commerciale. Ils profitent d'un moment d'inattention de la maman pour entraîner son fils avec eux. À cet instant, la mère ne se doute pas que ces 2 minutes d'inattention vont mener à la perte de son petit garçon. John et Robert l'emmènent dans une marche de plus de 3 km, infligeant au petit James un long périple de torture où il lui assène coups et autres violences gratuites. Il commence à aller près du canal où il s'amuse à frapper l'enfant de plus belle et à le pousser pour qu'il tombe à terre. Leur but était probablement de le noyer, mais le petit James criait et attirait trop les regards sur eux. Ils décident donc de quitter la berge et de continuer à marcher. Pendant leur trajet, ils croisent plusieurs témoins qui les questionnent, mais les deux garçons font preuve d'un extrême sang-froid. Ils prétextent à certains qu'il s'agit de leur petit frère ou qu'ils ramènent l'enfant à sa mère, et à d'autres qu'il l'accompagne au commissariat car celui-ci s'est perdu. Outre le fait de vouloir maltraiter cet enfant beaucoup plus jeune qu'eux, le nouvel objectif du duo démoniaque est d'isoler le petit puis de faire en sorte qu'il se fasse renverser par une voiture. Finalement, ils emmènent James sur une voie ferrée, à l'abri des regards, près de la gare désaffectée de Walton. C'est là qu'un déchaînement extrême de violence s'abat sur le petit James. Et cet acharnement va malheureusement finir par l'achever. Mes petits démons, petit warning, je tiens à vous préciser que j'ai eu énormément de mal à écrire le script de cette vidéo, tant les faits sont sordides et horribles à imaginer. Si vous ne voulez pas écouter ce passage qui, je vous préviens, est vraiment très dur à entendre, je vous conseille de vivement regarder le sommaire et de passer directement au chapitre suivant. Je vous assure, il faut avoir le cœur bien accroché, donc âme sensible, s'abstenir. John et Robert commencent à asperger le petit James de la peinture bleue qu'ils viennent de voler, puis ils le déshabillent et le frappent à plusieurs reprises avec tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ils le lapident à coups de briques et le cognent à de nombreuses reprises avec une barre de fer de plus de 10 kg. Ils lui remplissent aussi la bouche avec les piles qu'ils ont subtilisées auparavant. Les tortionnaires finissent par abandonner le corps du petit martyr sur les rails avant le passage d'un train. Avant de partir, ils le recouvrent partiellement de briques. Quelque temps après, un train coupe le corps du jeune Bulger en deux. C'est 2 jours plus tard qu'un homme fait l'odieuse découverte. Un médecin légiste constatera plus tard que James est décédé bien avant que le TGV ne lui passe dessus. L'autopsie révélera que l'enfant a subi pas moins de 10 fractures crâniennes suite aux violents coups subis. Le nombre de coups qu'a subi James de la part des garçons était si nombreux qu'aucun médecin légiste n'a été en mesure de déterminer quel coup lui a été fatal. Lorsqu'elle se rend compte que son fils est volatilisé, la maman de James alerte aussitôt le centre commercial. Celui-ci passe une annonce au micro pour signaler sa disparition, mais aucun signalement n'est remonté à l'accueil. Très inquiète, elle contacte dans la foulée les services de police. Des brigades font rapidement des recherches aux alentours. La police s'implique aussitôt et demande aux agents de sécurité du centre commercial de visionner les caméras de surveillance à l'endroit et à l'heure où le petit James a disparu. Grâce à cette recherche, on y trouve la preuve que celui-ci a été amadoué par 2 individus. En y regardant de plus près, la taille des 2 personnes qui tiennent tous deux la main de James semble indiquer qu'il s'agit d'adolescents. Grâce à cet indice, la police fait des recherches sur tous les adolescents âgés de moins de 18 ans habitant les alentours, sans se douter que des enfants de 10 ans avaient pu faire ça. De son côté, la maman éplorée contacte les médias qui diffusent les vidéos de l'enlèvement en boucle. 2 jours plus tard, le corps de son fils est malheureusement retrouvé sur le chemin de fer. Quelque temps après la macabre découverte, la police reçoit un appel anonyme provenant d'une femme. Celle-ci leur dit qu'elle a aperçu Robert Thompson et John Venables avec un enfant et que vu leur profil et comme elle les connaît vaguement, elle affirme que ceux-ci pourraient bien être les kidnappeurs en question. Malgré qu'ils soient sceptiques, les policiers envoient tout de même un agent pour vérifier sa version. Ils doutent en effet des dires de la dame car pour eux, ceux qui auraient enlevé l'enfant n'auraient pas 10 ans mais plutôt entre 15 et 18 ans. Quand l'agent arrive chez Robert, c'est l'un de ses frères qui lui ouvre la porte. À cet instant, Robert traîne dehors et le policier lui demande si son frère connaissait le petit James. Celui-ci lui répond que son frère a déposé une fleur sur son mémorial. Pour l'agent de police, cela semble improbable que ceux-ci aient enlevé le petit James compte tenu de leur jeune âge et qu'ils lui ont tous deux rendu hommage après sa mort. Il les convoque tout de même au commissariat où ils sont interrogés séparément.
Robert garde son sang-froid tout au long de la garde à vue, malgré la pleine connaissance des conséquences. Il nie le crime en bloc et fait porter le chapeau à John. Mais son attitude froide ne convainc pas les commissaires et démontre qu'il n'a pas une seule once de remords. Durant l'interrogatoire, le comportement de John le trahit à plusieurs reprises. Ses empreintes avaient été prises juste avant l'interrogatoire et cela semblait le préoccuper. Il demanda plus tard au policier « Est-ce que l'on peut prélever des empreintes digitales sur la peau ?» Cette question mit la puce à l'oreille des enquêteurs. La police remarque aussi que John ne peut cacher sa nervosité. À chaque fois que James est mentionné, il se met à balancer spontanément ses jambes sous la table. Mais au bout de plusieurs questions, John se met en porte-à-faux. Dans un premier temps, il nie s'être rendu au centre commercial le jour de la disparition de James, mais quand les policiers l'informent que Robert a affirmé le contraire, il change de version. Il finira donc par admettre qu'il se trouvait bien là-bas au moment de l'enlèvement de l'enfant, disant même l'avoir aperçu. Il détailla parfaitement la tenue de James, ce qui démontrait qu'il avait passé pas mal de temps avec lui pour s'en souvenir aussi bien au vu de son jeune âge. Pendant la garde à vue et sous la pression des policiers, tous deux finissent par reconnaître avoir persécuté le petit James mais sans avoir eu la volonté de le tuer, jetant chacun la pierre sur l'autre, sans mauvais jeu de mots. Malgré qu'ils n'ont cessé de s'accuser mutuellement, les enquêteurs finissent par comprendre que Robert était la tête pensante et l'instigateur de ce crime atroce qu'ils avaient commis ensemble. La police a suffisamment de preuves pour les incriminer tous les deux. L'une des preuves est que les garçons avaient eu l'occasion à maintes reprises de laisser le petit James à l'un des 38 témoins qui les avaient interpellés pendant leur long périple de 4 km. Ils ont tous deux menti à chacun des passants qui les avaient questionnés pour mener à bien leur projet machiavélique. Ils ont persévéré dans leur idée, bien décidés à mettre leur plan à exécution, démontrant qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient plus que déterminés. Au bout de plusieurs heures de garde à vue, après avoir admis avoir enlevé l'enfant avec Robert, John est terrifié à l'idée d'aller en prison. À la sortie de l'interrogatoire, il retrouve ses parents avec lesquels il reste seul dans une autre pièce du commissariat. Il s'effondre littéralement dans leurs bras et avoue s'être laissé entraîner par son camarade. Sans que ceux-ci ne soient au courant, la police écoute leur conversation. John maintient s'être trouvé sur les lieux du crime et ne pas en être responsable, mettant à nouveau la responsabilité sur son acolyte. Il raconte qu'il a seulement coopéré pour aider son ami à maquiller le crime en accident. James a été frappé à environ 30 reprises avec une barre de fer. Le nombre de coups que James a subis était si élevé qu'aucun médecin légiste ne fut en mesure de déterminer quel coup avait fini par lui être fatal. Par la suite, les garçons ont mis James sur le chemin de fer en sachant très bien qu'un train passerait bientôt. En faisant cela, ils voulaient faire croire à un accident et dissimuler le crime. Cela illustre bien l'esprit manipulateur et calculateur des deux enfants. Le meurtre était clairement prémédité et ils savaient parfaitement que ce qu'ils faisaient était mal. Ce que l'on peut aussi relever, c'est leur attitude dénuée de toute culpabilité après le drame. Ils ont assisté à son enterrement mine de rien. L'un d'eux y a même déposé des fleurs, stupéfiant à quel point la perversité peut aller loin. Le détective Phil Roberts disait « Robert Thompson était le meneur, mais ils ont tous les deux attaqué James. Selon le détective, ce jour-là, ils sont sortis pour tuer. Et si nous les avions pas rattrapés, ils auraient agi de nouveau. » Il a été démontré à travers des rapports médicaux et psychiatriques que les garçons étaient pleinement conscients de leurs actions et savaient distinguer le bien du mal. Si vous avez apprécié la première partie de cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper la seconde partie sur ce fait divers pour le moins traumatisant. Je vous dis à la semaine prochaine.